François-Xavier, on va parler plus spécifiquement de macro là, mais c'est un point intéressant parce que c'est au cœur du sujet en ce moment sur les marchés. C'est le déficit commercial américain. On sait que c'est une antienne dans le discours de Trump. Il est obsédé par ça et il estime que ce déficit commercial exprime la perte de part de marché des États-Unis vis-à-vis du reste du monde. Vous dites, oui, le déficit commercial, c'est très bien, mais en fait, ce n'est qu'une illusion. Et oui, parce qu'en fait, en se focalisant sur les échanges commerciaux de biens et sur les déficits réels des États-Unis, eh bien, Trump se focalise sur la partie vraiment très émergée de l'iceberg. Or, la partie la plus importante d'un iceberg, comme on sait, c'est la partie immergée. Et quand on tient compte de la partie immergée, on voit qu'en fait, le déficit commercial américain est en grande partie une illusion parce que il y a énormément de flux qui sont induits par l'activité de corporate America dans le monde entier, qui se retrouvent aux États-Unis, mais qui ne sont pas du tout comptabilisés dans les balances commerciales ou même de services. Alors, il nous faut un exemple pour illustrer ça. Ouais, alors, l'exemple que je vais prendre, c'est celui de l'iPhone. Et là, je vais prendre l'exemple d'un Français qui commande un iPhone à la boutique Apple du coin. Disons pour 500 euros. Bon, après, on va faire simple. Donc, la commande... Ça serait bon marché. Hein. Oui, ce serait bon marché aujourd'hui, mais on prend ça pour avoir un chiffre rond. La commande donc est envoyée à la Chine, puisque c'est Foxconn en Chine qui fabrique cet iPhone. Quand l'iPhone ressort de la Chine, ça procure à la Chine 180 euros de flux qui provient du prix coûtant de l'iPhone plus la marge que fait Foxconn. C'est ce que paye Apple à la Chine pour lui fournir le matériel assemblé. Exactement. Donc 180. Le reste, vous faites la différence, il reste donc 320 euros qui, eux, vont directement dans les comptes d'Apple, c'est-à-dire aux États-Unis. 320 contre 180. Donc les flux commerciaux disent 180 de déficit, les vrais flux disent en fait 320 moins 180, donc un flux en fait positif, largement positif pour Corporate America. Donc en fait, ce qui semble être un déficit commercial est devenu un excédent de paiement en monnaie trébuchante pour Corporate America et donc pour les États-Unis. 500 moins 180. Vous avez dit 320 moins 180, c'est 500 moins 180. Alors, 320, c'est ce que reçoit Apple. Donc ça, c'est ce que reçoit les États-Unis. Cela dit, il y a 180 d'exportation chinoise et 320 qui arrivent aux États-Unis. Sur un prix de revient. Sur un prix de 500. De 500. Ça nous renseigne peut-être en fait sur les motivations. On l'a déjà évoqué lors d'une précédente interview, les motivations réelles de Trump. Parce que finalement, il ne faut pas oublier que Trump, en dépit de son imprévisibilité, est aussi un négociateur. Et un négociateur venu des affaires. Et peut-être ce qu'il recherche avec la Chine, en montrant ses muscles, si on peut résumer les choses ainsi, c'est davantage une ouverture des frontières qu'une réduction du déficit commercial. C'est là où il y a une hypothèse, ou en tout cas un scénario positif possible. Trump ne réussira pas à obtenir des supporters au niveau international pour une guerre commerciale tout azimut. D'ailleurs, on l'a vu au début, il a semblé aller dans cette direction avec des tarifs pour tout le monde, des droits de douane, des tarifs douaniers, des droits de douane pour tout le monde sur l'acier et l'aluminium. Puis très rapidement, il a enlevé ses alliés. Il a exempté ses alliés, l'Union européenne, il a fait un deal avec la Corée, l'Argentine, le Brésil, enfin voilà. Il ne reste plus que essentiellement la Chine et puis quelques pays avec qui il y a des tensions politiques. Donc on a l'impression, mais il est peut-être un peu hasardeux de formuler une vraie direction dans cette politique, mais on a l'impression que Trump et son administration se focalisent plus vers la Chine, avec qui il y a effectivement un combat pour une suprématie technologique aussi, et un combat politique, particulièrement en Asie. Là, si c'est le cas, il y a la porte ouverte à un scénario positif, qui serait qu'au fond, la volonté de l'administration Trump, et là, ils auraient l'Union européenne avec eux, c'est d'ouvrir, d'accélérer l'ouverture du marché intérieur chinois. Aujourd'hui, comment ça se passe dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce?
le degré d'ouverture d'un pays va dépendre à la fois de sa volonté, mais aussi de la façon dont l'Organisation mondiale du commerce juge sa situation économique globale. S'il est plus pauvre, on va lui demander moins d'efforts. S'il est plus riche, on va lui demander plus d'efforts d'ouverture. Or, la Chine s'est enrichie ces dernières années. Or, la Chine s'est enrichie et donc il y a des arguments, et d'ailleurs ce sont des arguments que les Chinois entendent, puisque ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils commencent à mettre en place un peu plus d'ouverture. Donc je pense que là, il y a effectivement une place pour un deal, pour parler comme Trump. Ce qui serait positif donc pour Wall Street. On l'a déjà évoqué lors d'une autre émission, mais en tout cas, on retient le déficit commercial américain est une illusion et les États-Unis sont les grands gagnants de la mondialisation. C'est clair. François-Xavier, merci. Merci.